Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Pro-Ciné Critique, il va être temps pour moi de poursuivre ma rétrospective Star Wars en entamant enfin la trilogie originale. Et donc débutons par l'épisode 4, Star Wars, Un Nouvel Espoir ou A New Hope en VO. Quoiqu'à sa sortie en 1977, ce film s'intitulait sobrement La Guerre des Étoiles, pour nous français, puisque son créateur et réalisateur George Lucas n'imaginait pas encore que son univers se poursuivrait ainsi sur plusieurs décennies et sur toute une saga. Au casting de ce premier opus officiel de la franchise, nous retrouvons nos acteurs héroïques d'antan, tels que Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker, la regrettée Carrie Fisher dans celui de Princesse Leia, et Harrison Ford qui interprète Han Solo. À leur côté, quelques acteurs britanniques qui avaient de l'expérience déjà à l'époque. Alec Guinness pour jouer le rôle de Papy-Wan Kenobi, enfin Obi-Wan Kenobi vieilli. Peter Cushing dans le rôle du grand Moff Tarkin, un grand méchant du film, avec évidemment Darth Vader, qui est joué par deux hommes, David Prowse pour le corps et James Earl Jones pour la voix. Et oui, parce que dans ce film, pas d'empereur Palpatine. D'ailleurs, de Palpatine, il ne sera pas question dans cette trilogie originale, puisque son nom ne sera révélé que dans la prélogie. Et puis bien sûr, on pourrait évidemment également citer nos chers amis Peter Mayhew et Kenny Baker, qui nous ont eux aussi quittés récemment dans les rôles de Chewbacca et de R2-D2, et Anthony Daniels pour celui de C3PO, un petit peu les comic relief du film, hein, tout ça. Et donc, moi qui fais cette rétrospective dans la chronologie des événements de la saga et pas dans l'ordre de sortie des films, sinon j'aurais commencé par ça, et ben après avoir vu Rogue One, c'est logique que je sois à fond dans l'action, puisque la fin de Rogue One, c'est le début de ce nouvel espoir. Les rebelles ont enfin en leur possession les plans de l'étoile noire grâce au sacrifice de leurs collègues, évidemment. Et du coup, on retrouve Princesse Leia avec ces plans-là, poursuivie par Darth Vader lui-même, etc., etc. Alors déjà, bon, préambule, à nouveau, je le répète, mais attendez-vous à ce que je spoil et le film et la saga un petit peu comme je veux ici, puisque dans ma rétrospective, je pars du principe que il n'y a rien à cacher, quoi. Voilà, on est entre nous, on est entre fans, ou du moins personnes qui ont apprécié cette saga Star Wars et qui attendent certainement aussi la sortie de l'épisode 9 avec impatience, d'autant plus que la bande-annonce vient de popper là et que ouais, y a des choses à dire peut-être, mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc, forcément, Princesse Leia se fait capturer par celui qui deviendra, enfin qui est déjà, mais qui sera son père ensuite, sauf qu'entre-temps, elle a le temps de placer les plans et un message secret dans un droïde R2-D2 qui sera envoyé avec son compère C3PO sur la planète Tatooine pour en fait demander de l'aide à Obi-Wan Kenobi, le Jedi qui s'y est caché là-bas. Et évidemment, après, c'est le début d'un destin, celui de Luke Skywalker. La Force voulait à tout prix ramener tout ce conflit auprès de lui d'un des deux enfants d'Anakin Skywalker devenu Darth Vader. C'est lui qui va récupérer les droïdes, il va les acheter à l'aide de son oncle, et il va voir le message de Princesse Leia. Ce Obi-Wan Kenobi, en fait, s'avère être un ermite connu un peu de tous, du moins de nom, sur Tatooine, et Obi-Wan va se révéler à Luke comme étant un ancien Jedi, l'ancien maître de son père, soi-disant décédé et tué par un certain Darth Vader. Alors évidemment, symboliquement, cette révélation n'est pas fausse, hein, on peut en parler déjà là si vous voulez, mais ça fait partie aussi du début de l'apprentissage d'Obi-Wan, parce que c'est ça, ce film. Alors pour moi, avant tout, c'est cela. C'est le début de la construction du personnage de Luke Skywalker, et celui qui deviendra donc au fil de ces 3 épisodes, et puis bien sûr maintenant dans la post-logie. Un gars totalement simple, qui n'a pas de but, qui sentait de toute façon qu'il n'avait pas sa place là où il était, mais qui n'avait pas d'espoir dans la vie, et qui va s'avérer en fait être important. Et Obi-Wan de suite le sait, de toute façon c'est lui qui garde un œil sur le jeune Luke depuis sa naissance, et il va jouer le jeu de commencer la formation de façon indirecte, mais de plus en plus directe au fil du film, de ce jeune homme, et lui faire découvrir la force et son destin, sans lui dire que Darth Vader est son père. Ça, vous le savez que ce sera après. Donc moi, c'est ce que j'aime dans ce long métrage-là, qui est un véritable space opéra, avec une quête spirituelle et tout, avec un côté western au début, et oui, une petite touche de science-fiction aussi, même si je sais que pas mal de gens ne seront pas d'accord là-dessus.
Et moi, c'est ça qui me passionne, c'est la fragilité d'un jeune homme qui n'a rien pour lui, qui va devenir ce héros malgré lui. C'est cette thématique que j'aime. Probablement, c'est cette saga-là et ce film-là, du coup, en préambule, qui m'ont attiré vers ces histoires de héros fragiles et qui n'ont pas forcément le destin pour l'être sur le papier, mais qui en fait, au fond, si. Et voilà, ce A New Hope fonctionne parfaitement là-dessus, d'autant plus qu'on fait la rencontre de personnages qui vont devenir cultes, Han Solo évidemment, la princesse Leia, et la relation entre ces trois personnages notamment est super bien construite dans ce film-là, entre, on va dire, amitié et rivalité, on se titille, on se chamaille, etc. C'est assez drôle, et c'est plutôt bien dosé je trouve. Et notamment le début de cette pseudo-relation très compliquée, je t'aime moi non plus, entre la princesse Leia et Han Solo, même que la princesse Leia et Luke, voilà, on a presque l'impression d'avoir un triangle amoureux entre potes qui s'installe, mais bon, quand on aura la révélation après, forcément, ça fera bizarre, voilà. Et bon, donc du coup, le but de ce trio-là, qui vont se retrouver parce que Han Solo, avec son compère Chewbacca, évidemment, et Luke, avec aussi Obi-Wan, vont prendre le Faucon Millenium pour aller en fait à la base sur la planète d'Alderaan. Sauf que celle-ci explose, détruite par l'allégorie du nazi qui est donc le grand Moff Tarkin qui sacrifie des millions et des millions d'habitants sous les yeux de la princesse Leia, mais c'est terrible comme scène, et elle va être donc conservée en tant que prisonnière. Et donc, une fois que le Faucon Millenium arrive là où il devrait y avoir Alderaan, mais il n'y a pas Alderaan, forcément, ils vont tomber sur le vaisseau qui détient la princesse Leia et la sauver. Et c'est comme ça que le trio culte va se former, avec bien sûr Chewbacca en sidekick, les droïdes également, et Obi-Wan qui, lui, pendant ce temps, va chercher le Lord Vader pour régler ses comptes. Voilà. Et puis il y a tout le dernier acte avec les rebelles qui ont les plans donc et qui vont faire péter l'étoile noire. C'est pas forcément d'ailleurs ce que je préfère dans le film, c'est cette fin qui est nécessaire, elle conclut cet arc là, qui aurait pu être la fin d'un film unique d'ailleurs, mais moi ce qui m'intéresse c'est les trois quarts avant tout simplement, qui sont parfaits, la fin m'intéresse moins, il faut dire que le côté rebelle qui va détruire l'étoile noire, c'est moins passionnant, surtout à la lecture de Rogue One au préalable, même si justement ça justifie la présence de Rogue One, évidemment, mais sinon le reste est vraiment très bon, et c'est pour cela d'ailleurs que je trouve que ce film mérite son 8,5 sur 10, allez, je ne sais pas si j'arrondirai à 9, peut-être, mais c'est vrai que de façon culte, je pense que le 9 s'impose de toute façon. Évidemment, il y a des maladresses. George Lucas est à la réalisation. Quoique j'ai un peu l'impression quand même que sa vision sur les images et la mise en scène est meilleure là que sur la prélogie. Mais parce qu'il avait moins de moyens, donc il a mis plus de minutie sûrement dans la construction de ses plans, avec pas mal de maquettes et tout. Évidemment, là j'ai revu ce film-là avec le DVD de 2001, je ne sais plus quand il est sorti exactement, donc avec quelques scènes qui ont été refaites, un remaster, machin, tout ça, donc ça passe en VO évidemment, pas la VF, où Chewbacca est appelé Shishkaba, où il y avait Yann Solo et compagnie, non, faut pas déconner, quoique je pense que la VF avait été corrigée aussi, je crois que je l'ai jamais revu en VF en fait. Donc oui, il y a des défauts, les défauts de George Lucas avec ses acteurs, même si en fait la complicité entre les trois principaux fait qu'on oublie les maladresses, et finalement le personnage de Luke Skywalker, beaucoup de gens critiquaient Mark Hamill pour son non-jeu, mais quand on voit le côté paumé et innocent de Luke Skywalker, finalement ça passe plutôt bien, je trouve, donc voilà. Puis Harrison Ford avec son charisme réussit aussi à sauver la situation. Carrie Fisher n'est pas mal non plus, avec son côté femme forte et rebelle aussi, qui convient parfaitement au personnage. Et puis voilà, parce que bon, l'entourage des rebelles, évidemment, c'est normal qu'on ait cette leader-là, forcément, qui est une sénatrice aussi, je crois. Bref, voilà. Donc, magnifique film, et puis il y a ce combat Obi-Wan, Darth Vader, on pourrait en faire tout un débat là-dessus. Ah oui, mais c'est bizarre, ils se battent comme des vieux et tout. Alors en même temps, ils le sont, même si la force devrait leur permettre d'être hyper puissants et tout. On se rappelle de ce combat entre Yoda et Palpatine dans l'épisode 3. D'ailleurs, du coup, est-ce que c'est... Voilà, il y a une rupture de continuité ici, mais bon, c'est pas grave, c'est le problème aussi des films faits après avec plus d'effets spéciaux, machin. Mais là, ce combat, en fait, au-delà du fait qu'ils soient vieux, donc ils sont lents et tout, mais je trouve qu'il est beaucoup plus psychologique que physique, ce combat. C'est pour ça que les gestes sont lents et tout, et c'est là qu'Obi-Wan finit et parfait, oui, la formation, la pré-formation de Luke Skywalker en se laissant
presque tué, oui, il se laisse tuer, mais tué entre guillemets par Dark Vader quand donc Luke Skywalker arrive sur la scène. Parce qu'il sait qu'avec cet acte-là, il va non seulement disparaître de son corps pour ne faire qu'un avec la Force et devenir un fantôme qui va parler au niveau, qui va parler à Luke avec des voix, et c'est en cela aussi qu'il va donner à Luke la force peut-être d'aller plus loin. C'est d'ailleurs Obi-Wan qui le dit lui-même à Vador, et si tu me tues, tu auras perdu. Enfin, il dit un truc comme ça. Et Vador n'écoute même pas ça et tue Obi-Wan. Voilà, bon, porté par sa haine du côté obscur, certainement. Donc voilà, un très bon film, avec des passages aventureux aussi, donc quand forcément nos héros se déguisent en Stormtrooper, quand ils finissent dans la fosse aux ordures aussi, avec la créature avec son œil, tout ça, voilà, des petits détails comme ça, les décors aussi, on est sur Tatooine, ça fait plaisir, voilà, rien de plus à dire de supplémentaire, parce que tout a été dit et redit sur ce film, qui est culte, et qui va surtout lancer tout un univers de folie. Voilà, bref, A New Hope, un nouvel espoir, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment apprécié le revoir une nouvelle fois. Ouais, je pense que je vais me laisser porter pour un petit 9 sur 10. Mais maintenant, à la base, je préfère encore les deux qui suivent. Et ouais, est-ce que ça changera pour l'Empire contre-attaque? J'en doute, mais allez savoir. Retour vers le Jedi, il y aura peut-être débat. Mais en tout cas, voilà. De quoi lancer du coup la trilogie de façon quasi parfaite. Hein, rien à dire de plus? Non, je pense que c'est bon, j'ai été assez complet. Oui, je vous dis à la prochaine. Ciao.